Je suis ici pour vous donner des outils pour permettre aux observateurs de films, de bandes dessinées, d'œuvres d'art plastique, qu'importe, leur donner les moyens, enfin des outils conceptuels qui leur permettent de comprendre ce qui se passe sans qu'on leur donne un mode d'emploi extérieur, comme très souvent, malheureusement, ça se fait, et sans que l'on voit forcément de lien avec les sensorialités qu'on nous propose. Hein, on nous dicte ce qu'on doit comprendre ou voir, et ça devient assez pénible. Et ça se retrouve aussi bien dans les films blockbusters, où vous avez une histoire que vous suivez, il ne faut surtout pas troubler le spectateur et le laisser réfléchir, et le laisser libre d'imaginer, il faut toujours le diriger. Et vous avez ça un peu de manière générale qui se répand. Donc il s'agit de rendre... Alors évidemment, il y a des exceptions, et heureusement, et si vous êtes là, vous en faites peut-être partie, mais de manière globale, le fric a pris le pouvoir, comme vous le savez, et pas pour les meilleures choses, et pas pour rendre l'observateur souverain, donc et libre d'interpréter, de comprendre, et d'observer par lui-même, d'analyser, si vous voulez. Et encore faut-il que les œuvres, évidemment, se prêtent à ça et fournissent leurs clés d'appréhension. Alors, il se trouve que il s'est passé une révolution dans la modernité artistique, littéraire, d'une envergure considérable, qui a envahi tout le XXe siècle et qu'on a tendance à totalement oublier. Et la plupart du temps, les gens ne savent même pas que ça s'est produit. Donc pour bien la comprendre, il faut d'abord passer par une autre évolution qui est celle qui s'est produite grâce au darwinisme. Et je dois un petit peu parler de la sélection naturelle, puisque ça a été un événement considérable, absolument mondial, et que après Copernic et Galilée et l'héliocentrisme, il n'y a pas eu grand-chose de ce niveau. Et on n'en tire toujours pas les conséquences. Je voudrais vous expliquer en quoi ça peut avoir des liens avec les pratiques artistiques dont je vais parler. Alors, Darwin montre que d'abord, tous les êtres vivants ont des liens entre eux, et même les humains, que ce sont des animaux parmi d'autres, qu'il y a donc eu des transformations absolument arbitraires qui se sont produites petit à petit, qu'il n'y a jamais eu de but pour atteindre des fonctions ou quoi que ce soit. Donc des transformations se sont faites sur les corps, sur les organes dont disposaient les animaux, d'abord microscopiques et puis ensuite évidemment de plus en plus complexes, mais même quand ils sont complexes, c'est toujours des variations qui se font par hasard et qui sont sélectionnées dans un deuxième temps. Vous voyez que là, déjà, il y a une révolution considérable parce qu'il n'y a plus de téléologie, c'est-à-dire de but préétabli qui conditionnerait les fonctionnements des animaux et des hommes en particulier. Et ça remet en cause, évidemment, beaucoup de choses dans les dogmes religieux et dans toutes les transcendances, quelles qu'elles soient. Donc, cette révolution a des conséquences extraordinaires, puisque ça inverse les habitudes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne sais pas quoi, une fonction déterminée qui doit être facilitée par une adaptation en fonction d'elle. C'est exactement le contraire. Par exemple, on prend toujours l'exemple de la marque avec les girafes. Elles n'ont pas tendu leur cou pour pouvoir attraper les branches qui sont en haut des arbres, et puis du coup elles l'ont transmis à leur descendance. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Par hasard, certains individus girafes ont eu un cou un peu plus long, et petit à petit, certaines ont été favorisées très très lentement. Ça se fait sur des centaines de milliers d'années, même des millions d'années. Et donc le renversement, c'est que les organes ne sont pas faits pour une fonction particulière, peuvent en changer, évoluent. On connaît par exemple l'exemple des os qui étaient dans notre mâchoire. Maintenant on a une mandibule uniquement, mais nos ancêtres reptiliens avaient plusieurs os, et puis ils se sont déplacés. Ils auraient pu disparaître. Il se trouve qu'ils se trouvaient à côté de nos oreilles et qui nous ont aidés à entendre. Et on voit bien qu'ils n'étaient pas prédestinés à ça. Et donc, par le hasard,
une fois de plus, ils vont permettre de raisonner, de faciliter notre tradition et donc perdurer, et donc être transmis au lieu de disparaître. Donc ce retournement est considérable. On va retrouver quelque chose de la même nature chez Mallarmé qui va enclencher une théorie de même nature et la mettre en pratique, mais j'y reviendrai dans un certain temps. Avant de vous parler d'une des conséquences de la révolution darwinienne, c'est qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce qu'on peut acquérir pendant notre vie ne va pas passer dans nos gènes, ne va pas être transmis aux descendants. C'est la culture qui permet évidemment de transmettre, mais les gènes, non. Encore une fois, ils se transforment par hasard et ils vont être sélectionnés dans un deuxième temps sur des durées extrêmement longues parce que ça convient à un moment donné à un contexte particulier qui lui-même peut changer, donc c'est assez compliqué et très lent. Ce qui fait que nous avons des facultés cognitives communes parce que nous appartenons à la même espèce et que ça aussi c'est une chance d'une certaine façon parce que déjà qu'on s'entretue, il se trouve qu'à un moment donné il y avait plusieurs types. Il n'y avait pas que l'Homo sapiens, il y avait l'Homo neanderthaliensis, il y avait l'Homo erectus, etc. Bon, parfois ils ont couché ensemble puisqu'on a des traces ADN de Néandertal, mais d'autres fois ils ont dû aussi se massacrer. En tout cas, vous imaginez ce que ça serait aujourd'hui s'il y avait plusieurs types d'homoïdés. Et donc voilà, donc nous avons des facultés cognitives communes et nous pouvons nous appuyer dessus parce que c'est un bien commun. Et donc à partir de là, c'est une base biologique qui est absolument fondamentale parce que c'est là-dessus que les cultures vont pouvoir se greffer et ça nous permet de communiquer. Si on s'intéresse à ça, on peut comprendre des civilisations très anciennes aussi, ou très éloignées. Donc la non-hérédité des caractères acquis, on n'a pas encore mesuré l'importance. Ça veut dire que chaque enfant n'est vierge de culture. Hein, il va être influencé par son entourage, mais il n'a en lui rien de plus ou de moins selon ses origines. Donc, et on le constate, évidemment, ça n'est pas simplement une vue de l'esprit, on le constate de plus en plus aujourd'hui avec la mondialisation positive, parce qu'il y en a aussi, il y a une mondialisation positive, la culture circule, on peut voir un film japonais, enfin, des tas de choses qui étaient impossibles encore il n'y a pas si longtemps, et surtout, par exemple, dans la musique savante classique, parce que c'était encore il y a 60 ans, on nous disait il faut être viennois pour bien jouer de la musique viennoise parce que c'est dans les gènes, tout ça est faux, et on a la preuve que Yu Jia-wang, qui est chinoise, joue aussi bien cette musique dite viennoise que des gens viennois de souche, sinon davantage d'ailleurs. Donc Behzod Abdourahimov et ouzbek, il est aussi fort que, voilà, etc. Je peux faire la liste. Et c'est donc quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à chaque fois, on part à zéro. Et on n'en tire pas les conséquences, encore une fois. Donc on a le choix entre plusieurs cultures. On n'est pas obligé, on n'est plus isolé dans une île ou dans une contrée enfermée entre des montagnes. Voilà, tout ça circule. Et c'est une chose qui pourrait être admirable, sauf qu'on ne tire pas les conséquences de tout ce qui s'est passé de cet ordre-là. Alors, je parle donc du retournement artistique équivalent à ce darwinisme, qui s'est effectué donc à peu près à la même époque, fin 19e, et qui va constituer, selon Mallarmé, de donner l'initiative aux mots. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir des idées et trouver ensuite une forme adéquate pour s'exprimer, pour transmettre ce contenu. On va au contraire trouver des formes, travailler la forme et déduire du sens. Donc ça, c'est un changement considérable, évidemment, et qui va, encore une fois, révolutionner le cinéma. Vous voyez l'homme à la caméra de Siga Vertov, Raymond Roussel en littérature, Gertrude Stein, enfin on peut faire une liste gigantesque. Toutes les choses importantes dans la modernité, en fait, viennent de là. Alors, c'est évidemment, parallèlement, il y a toujours eu de l'expressivité qui a perduré.
simplement elle revient en grand galop et pour des produits absolument abjects, enfin je ne vais pas faire la liste, et puis vous savez de quoi je parle, hein, les gens déballent leurs problèmes familiaux, enfin voilà, avec une écriture dégueulasse, et c'est ça dont on parle, bon, c'est un vrai scandale. Donc alors, je reviens à ces outils qui ont existé, qui devraient nous aider à changer le monde d'une certaine façon, et que toute la société s'est arrangée pour les mettre de côté, ne pas les enseigner, et alors que c'est des outils tout à fait accessibles, c'est ça qui en plus est dramatique. Alors, j'ai mis au point un tableau qui résume tous les concepts que j'ai élaborés au fil des ans, qui a été réalisé par Stéphane, ici présent d'ailleurs, qui est en train de filmer, et qui est mon galeriste, qui a aussi projeté une de mes œuvres là, sur le plafond. Vous pouvez constater qu'on peut lire dans les deux sens. C'est tout mon travail sur l'écriture, sur la perception et sur les relations entre les concepts et les percepts. Alors, j'ai élaboré tous ces concepts au fil des ans, et ça permet, une fois qu'on les a en main, d'appréhender des choses beaucoup plus complexes, qui ne se résument pas aux histoires qu'on veut absolument nous faire passer, au contenu préalable, mais au contraire qui nous ouvrent les yeux sur des opérations bien plus complexes, accessibles et parfois simultanées. Alors je vais vous donner tout de suite des exemples. Là vous voyez que dans la partie qui tient compte des représentations, vous avez une partie qui s'appelle figuration, je pense que ça vous parle, c'est-à-dire la figuration, c'est quand il y a des analogies entre des éléments de la réalité et des éléments de la représentation qui échappent en partie à cette réalité, mais qui donc sont en partie, partagent en partie des paramètres. Alors, il y a deux opérations dont je vais vous parler, la simulation et la congruation. Bon, la simulation, pour vous donner un exemple très simple, là, vous voyez, quand je vous mets cet objet devant vous, vous voyez un carré immédiatement. Donc les sensorialités qui concernent vos récepteurs, si vous voulez, coïncident avec les sensorialités qui correspondent à cet objet réel. Hein, pourtant, ce sont deux types de sensorialités différents. Vous le voyez quand je fais ça. Hein, vous percevez toujours un carré mais en perspective, mais à partir d'un trapèze sur vos récepteurs sensoriels. Donc déjà à partir de là, vous avez deux types de sensorialité. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne comme ça tout le temps. Les pratiques artistiques ne font que révéler ou travailler, ou rendre conscient ce qui est partagé par tout le monde et qui sont des facultés cognitives que nous avons tous. Donc voilà, donc on va déjà s'attarder à ces deux notions, simulation et congruation. Congruation, j'en ai pas parlé, c'est donc que lorsque vous faites une représentation et que vous dessinez un carré qui donc coïncide avec ce que vous avez dessiné. L'objet est à la fois réel, hein, sur votre papier, vous avez fait et puis si vous avez dessiné ce coffret-là, il passe dans la représentation, puisqu'il est en partie, il y a une matière différente par rapport à la peinture que vous avez utilisée, il y a un volume qui apparaît, etc. Mais la forme carrée coïncide. Dans ce cas-là, il y a une congruation. Alors que si vous êtes en biais, vous simulez le carré puisque vous avez dessiné un trapèze. Voilà, ça c'est un premier début, et puis on en reparlera si vous trouvez ça trop compliqué, mais je passe tout de suite à des exemples qui permettent, je pense, de bien piger ce que je veux dire. Alors, le premier exemple assez simple vient d'un film de... Ah. Le premier exemple vient d'un film de Méliès, donc qui invente pas le cinéma, mais enfin il est un des premiers à faire du cinéma et à réfléchir justement à toutes ces notions. Il réalise tout de suite ce qu'il se passe et il va les combiner. Le premier à faire des trucages, des superpositions, enfin un travail considérable à l'époque parce qu'on n'avait pas les moyens évidemment numériques d'aujourd'hui. Donc l'extrait que peut-être que je vous le montre.
Voilà, vous voyez, on comprend bien que ce n'est pas l'histoire en elle-même qui est passionnante, c'est bien tout le dispositif, toutes les superpositions d'opérations et de sensorialité qui se mêlent, qui sont intéressantes. Et alors, que fait-il? Il voit très vite en filmant qu'en fait, alors il faut savoir qu'à l'époque, hein, on ne connaissait pas les travelling, il n'y avait pas de zoom, encore moins, et que pour que la tête grossisse, bon, c'est lui-même qui joue, hein, qui fait les décors, qui fait tout. Il s'est placé sur un chariot, une chaise roulante, je ne sais pas, qui s'est donc approché, éloigné de la caméra. Et donc, à ce moment-là, quand vous isolez simplement ce moment-là, qui constitue un moment du tournage, de certaine façon, on n'est pas dans la fiction dans ce moment-là, on simule que la personne a toujours la même tête, puisque à l'écran, vous voyez bien qu'on voit une sensorialité qui correspond à la réalité, qui change de taille. Donc c'est de l'ordre de la simulation. Et donc en créant ce dispositif, alors vous voyez c'est très astucieux parce que pour que ce ne soit pas téléphoné, il a un décor avec des portes, et puis il ouvre ses portes pour aller chercher sa table, hein, comme par hasard, ça va faire un fond noir sur lequel il va pouvoir surimprimer son image. Hein, il n'y a pas un fond noir dès le départ, donc on a l'impression c'est par hasard. Il apporte la table qui apparaît en perspective, et quand il pose le réchaud, là aussi, comme par hasard, le haut du réchaud correspond à la ligne d'horizon, et donc il va pouvoir mettre sa tête dessus, et le raccord va pouvoir se faire. Donc c'est tout un calcul, évidemment, aussi au niveau de la mise en scène. Et donc un travail considérable, parce qu'à l'époque, il faut utiliser une manivelle, donc je ne sais pas si vous voyez, pour que les raccords se fassent, il faut calculer le nombre de manivelles minutées pour que tous les événements se raccordent, etc. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est que rien en soi n'est définitif, ça dépend de notre manière dont nous interprétons, et ça dépend du contexte dans lequel les choses se trouvent. Donc vous voyez bien quelqu'un qu'on a enregistré, qui s'avançait, qui a priori serait de l'ordre de la simulation, peut devenir de la conjuration dans un autre contexte, puisque dans la fiction, c'est bien une tête qui grossit, c'est-à-dire que dans la fiction, la tête change de taille comme elle change de taille au niveau des images réelles projetées. Voilà la différence entre conjuration et simulation. Et vous voyez que vous pouvez même considérer les deux, sans aucun problème. Donc on n'est pas dans la vérité ou je ne sais pas quoi, on est bien dans la confiance des interprétations de l'observateur et des combinaisons qu'il peut faire simultanément et qui se contredisent, bien entendu, mais qui sont faites pour nous rendre plus intelligents d'une certaine façon et nous permettre, voilà, avant tout d'apprécier le traitement et les opérations effectuées et pas immédiatement le contenu qui, lui, est... là, on peut trouver simple, hein, il y a des choses bien plus complexes que ça, mais vous voyez bien que le contenu, il est déduit de toutes ces réflexions sur ce mélange. Il n'en avait rien à foutre de faire gonfler une tête au départ, c'est pas ça son but. Donc il en a déduit un récit qui convient avec cette... Voilà, c'est toute cette dynamique qui va donc contaminer le XXe siècle. Donc je vais vous donner un exemple, puisqu'il faut partir de la base, un exemple dans un poème de Mallarmé qui personnellement m'obsède depuis toujours et sur lequel je reviens tout le temps et que j'ai même intégré dans mon roman autoréflexif, qui s'appelle Salut. Et je vais simplement vous parler
du premier quatrain, pour vous montrer le principe de cet engendrement de sens à partir de fonctionnements formels basés sur le son des mots et le travail des lettres. Alors, rien, cette écume vierge vert à ne désigner que la coupe, telle loin se noie une troupe de sirènes main à l'envers. Alors, c'est un poème qui est en exergue de son recueil général, donc il est très important. Il a choisi, il part du mot rien, hein, donc c'est assez explicite. Il veut dire qu'au niveau du sens, il part de rien, mais que rien c'est déjà quelque chose, hein, une sorte d'écume qui se dépose et qui, dans un premier temps, forme un vierge vert, puisqu'il ne rime pas encore. Hein. Il n'est pas encore accouplé, si vous voulez. Et donc, il ne désigne que sa coupe, puisqu'on va à la ligne, alors qu'il n'y a pas de rime, et donc on comprend qu'on est déjà dans un vers, mais qu'il est vierge, et que le nombre, évidemment, de syllabes est identique. Avec si on écoute bien, et que si on retient les paramètres phoniques, on s'aperçoit que le verre, ça peut être aussi un objet dans lequel on peut mettre du liquide et qui ne désigne que la coupe de champagne qu'on peut tenir à la main, l'écume renvoyant dans ces cas-là aux bulles du champagne qu'on peut avoir là. On le comprend plus tard, hein, il s'adresse à des amis et en fait le salut c'est un toast qui s'adresse à eux. Et donc le vierge vert du coup se comprend d'une autre façon puisqu'il est vierge, puisqu'on n'a pas encore bu le contenu. Hein, il ne désigne que la coupe du coup, puisque le contenu n'a pas encore été utilisé. Alors, vous voyez déjà là, ça n'est possible que parce qu'il y a deux possibilités de comprendre vers et que c'est absolument le hasard. La langue est ainsi faite qu'il y a des choses par hasard qui se font et qu'avec la même sonorité, on peut avoir VERS ou VE2RE. C'est tout à fait par hasard. Donc, il joue sur simplement ce hasard et cette constitution formelle pour créer plusieurs sens, là aussi, simultanés. Hein, donc, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas quelque chose à raconter au départ, mais il va en raconter plusieurs à la fois et qui désigne ce qu'il est en train de faire dans les deux cas. C'est-à-dire, il parle du poème lui-même, en plus, et de la situation dans laquelle il se trouve. Donc, c'est assez fortiche. Alors, on peut se dire, du coup, mais pourquoi il nous parle de sirène? Qu'est-ce que ça vient foutre, quoi? Tel loin se noie une troupe de sirènes, maintenant vers là, on s'éloigne de l'aspect, disons, réel et concret du poème, et aussi bien de la situation dans laquelle il se trouve avec son vers. Et bien voilà, alors, je dois dire que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'est pas parce que les gens nous fournissent les clés qu'elles sont immédiates, parfois c'est rapide, parfois c'est long. Et à ma connaissance, si vous le lisez autre part, vous me dites, mais à ma connaissance, personne n'a vraiment pigé. Alors je vous soumets ce que j'ai compris. La troupe de sirènes, en fait, ce sont les amis qu'il voit à travers le liquide dans sa coupe, tout simplement. Enfin, tout simplement, j'ai mis du temps à piger. Et donc, elles sont à l'envers, vous savez, hein, que les images se retournent dans certains liquides selon la forme des contenus. Donc, telle se noie une troupe de sirènes à l'envers. Donc, l'écume devient l'écume de la mer dans laquelle se trouvent les sirènes renversées. Et donc, il nous incite à faire finalement, à déduire, il nous montre qu'il déduit cette idée de sirène finalement à partir du dispositif qu'il a déjà installé. C'est à nouveau une déduction. Hein, il analyse ce qu'il vient de trouver avec son verre et puis il en déduit une fiction. Hein. Et bon, évidemment, je ne vais pas vous détailler toutes les choses, j'ai d'autres choses à vous dire, mais vous pouvez voir que sirène, en plus, c'est un mot qui est fait avec rien, hein, c'est les mêmes lettres que rien, et qu'il y a un S en plus, mais qu'on retrouve juste après rien, vous avez cette écume, donc rien permet de faire sirène. Hein, donc il a aussi choisi les sirènes à partir d'une réflexion sur les lettres
qu'il avait déjà utilisé. Et puis, de surcroît, au niveau du sens, une sirène qui sonne, vous voyez, c'est un truc assez étrange. Hein, voilà. Donc, c'est aussi très proche de rien. Voilà. Donc, vous voyez, le principe qui est complètement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus quelque chose à dire, un contenu qui est très important, et puis on va l'écrire ou le filmer dans les pires conditions, on s'en fout, puisque c'est le contenu qui compte. Donc là, on fait un vrai travail sur la langue, on réfléchit, et on trouve des contenus en plus multiples et qui s'autodésignent. Donc voilà, on a des outils là qui révolutionnent véritablement. Je veux dire, c'est encore aujourd'hui, les gens ils pensent qu'il faut s'exprimer et qu'il faut avoir quelque chose à dire. La plupart du temps, ce n'était pas le cas pour une grande partie des gens au XXe siècle, et pas seulement les artistes et les écrivains. Il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant de ça, et aujourd'hui, tout ça s'est perdu, et c'est absolument scandaleux, et notamment les politiques qui réfléchissent, soi-disant, aux modalités de représentation, enfin tout un tas de choses qui nous concernent. Maintenant, aujourd'hui, on doit changer de société, et devrait s'appuyer sur tous ces travaux, parce que voilà, les modalités de représentation, elles ont été énormément travaillées par tous ces gens, et on pourrait s'en inspirer. Alors, un autre exemple, un exemple qui vient de Bob Wilson. Voilà, c'est un document que j'ai piqué là, il y a très longtemps, donc c'est assez médiocre, mais malheureusement on n'a pas accès à ça. Il a représenté Alice au Pays des Merveilles, donc Bob Wilson, je crois que je l'ai dit. Donc le moment, vous savez, où elle utilise elle trouve un flacon, il y a un petit mot qui lui dit qu'elle doit le boire, et ce flacon lui permet de rapetisser. Comment faire ça au théâtre? Évidemment, au cinéma, on a davantage de moyens pour tricher, etc. Au théâtre, comment peut-on le faire de manière astucieuse et en rendant le spectateur complice des opérations effectuées? Voilà ce qu'il a fait. Pour y parvenir, vous voyez, il a utilisé plusieurs choses. Une porte qui s'agrandit dans la réalité, dans la réalité que j'appelle conformative, c'est-à-dire ce qui est concrètement sur le plateau. On a une ouverture qui s'agrandit. Alice a un flacon qui est en fait découpé dans un carton, enfin qui va représenter le contenant du liquide qu'elle va absorber, et à chaque fois, elle le dissimule derrière elle, et puis quelqu'un lui donne un autre flacon plus grand, et donc on simule que c'est toujours le même flacon, alors qu'il y en a plusieurs, et donc ça permet de faire croire que, alors qu'Alice, l'actrice réelle, pas Alice, l'actrice réelle ne bouge pas, dans ce contexte-là, on va donc simuler qu'elle rapetisse, parce que tout le reste s'agrandit au contraire et simule. Donc voilà une façon d'utiliser à nouveau des principes dont je vous parlais. Alors, ces opérations, elles s'appuient, donc j'ai un petit peu fait allusion à ça, mais à des sensorialités qui concernent nos récepteurs. Donc, je parlais tout à l'heure du trapèze qui apparaît dans un premier temps, et à partir duquel on va déduire un carré dans l'espace. La plupart du temps, alors ces sensorialités existent tout le temps, mais on les oublie. On oublie qu'on est face à un trapèze dans la vie de tous les jours, et donc on voit juste un carré en perspective, et puis voilà, on ne se pose pas d'autres questions. Donc les pratiques artistiques nous permettent précisément de mettre le doigt sur ces opérations, ces sensorialités que l'on ne voit pas toujours d'habitude ou qu'on oublie. Enfin. Donc c'est une des choses qui les rend intéressantes. Donc ces opérations que j'appelle infraperceptuelles, si vous voulez, elles sont beaucoup utilisées chez un artiste qui s'appelle Felice Varini, dont vous avez peut-être vu certaines œuvres dans l'espace public. Son travail n'est pas de l'ordre de la photo, comme par exemple Georges Rousse. Ce sont vraiment, on voit des choses comme ça dans le lieu où elles ont été installées. Donc là, on se trouve en haut d'un escalier, et en haut de cet escalier, vous voyez un cercle, mais quand vous descendez, vous verrez des formes s'allonger, des choses
qui vont évidemment apparaître tout à fait différemment, puisque la partie sur le sol peinte, en fait, est très allongée et les bords de ce qui apparaît comme un cercle sont plus petits que ce qui est plus loin pour que le tout apparaisse de même nature sur nos récepteurs. Donc voilà un travail sur l'infraperceptuel qui est évidemment évident, qui nous oblige à mettre en avant cette particularité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est que parfois, en fait, c'est à base de stimuli externes que les choses arrivent, et que, dans certains cas, nous considérons comme étant complets. Dans d'autres cas, nous devons imaginer qu'ils sont imparfaits et prolonger dans notre tête les choses. Et c'est pas toujours évident, et c'est une des choses les plus complètes et les plus intéressantes qui a été issue finalement de ma réflexion théorique. C'est que parfois, vous voyez, là vous avez des personnages qui ont l'air d'être esquissés dans un autre contexte. Eh bien non, dans ce contexte-là, ils existent vraiment comme ça. Donc tous les stimuli sont présents et représentés tels que vous les voyez. Voyez. Donc voilà, là aussi on voit que les choses ne sont pas données d'emblée une fois pour toutes. Tout dépend du contexte de notre interprétation. Une fois je reviens à nouveau sur l'observateur est souverain. Ce n'est pas des choses comme ça qui sont figées et dont on se contenterait de recevoir ou d'enregistrer des choses qui seraient là déjà une fois pour toutes. Non, ça dépend de ce qu'on a pu analyser, observer et comprendre à partir des éléments qui se combinent devant nous. Là, vous voyez que c'est tout à fait différent, puisque nous ne contentons plus des stimuli proposés, effectifs, qui sont là. Notre cerveau fabrique des sensorialités qui n'ont pas de contrepartie stimulative. Je pense que tout le monde voit les triangles blancs, j'imagine les contours. Ça marche? Alors qu'il n'y a rien il n'y a aucun contour dessiné, enfin je veux dire, c'est notre cerveau qui les produit à partir de déduction, et on déduit que l'autre est caché, enfin bon, il y a tout un calcul qui se fait de manière inconsciente, qui montre bien comment nous fonctionnons, et donc qui montre qu'il y a des stimulations internes, et pas seulement externes. Donc les images en fait produites sont une rencontre entre des stimuli externes et des stimuli internes. Notre corps est fait de certaines choses qui sont à la base, comme pour le reste, arbitraires. Et puis, petit à petit, au fil de l'évolution, je reviens à Darwin, eh bien des choses vont entrer en phase, et puis d'autres pas. Donc là, vous voyez, c'est pas complètement une illusion, parce qu'une vraie illusion, vous croiriez qu'il y a un vrai rectangle. Là, c'est pas le cas. Vous voyez bien que c'est une sensorialité particulière. C'est ce que j'appelle le paraperceptuel, parce qu'il faut lui donner un nom. Ce n'est ni une chose concrète, réelle, et ce n'est ni quelque chose de purement virtuel qu'on imagine. C'est quelque chose d'intermédiaire, si on peut dire. Et Verena Levensberg, alors ça c'est les triangles de Gaetano Canizza, qui est célèbre, qui a donné son nom à ce genre de travail, qui a fait un livre que je vous recommande, La grammaire du voir, où il nous montre que tous les paramètres visuels fonctionnent comme ça. Il nous montre que tout est inventé. C'est extrêmement impressionnant. Et donc Verena Levensberg, qui est une artiste qui faisait partie du groupe qu'on appelait les Congrès Suisses, avec Richard Paul Lose, Max Bill, enfin je ne sais pas si vous en connaissez quelques-uns, Camille Greiser. Verena Levensberg a été encore plus loin, puisque vous voyez, chez Canizza, il y a quand même le coin des triangles qui est réel. Les portions de cercle qui manquent sont quand même là, donc ils rendent effectifs les pointes du triangle. Alors que chez Verena Levensberg, je ne sais pas si vous êtes à la bonne distance et que ça marche aussi. Donc à gauche, vous voyez un carré, enfin un losange, un carré en biais. Et là, vous voyez, voilà, une croix.
vous rendez compte? Là, il n'y a rien du tout. Absolument rien. Hein. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller. Donc c'est assez fascinant. Hein. Il n'y a aucun trait de cette croix n'est représenté, n'est rendu effectif, n'est actualisé. Hein. Donc voilà des opérations assez fascinantes, vous voyez, et qui nous montrent par un travail artistique comment nous fonctionnons et comment nous ne contentons pas bêtement d'enregistrer des choses réelles, hein, mais que nous sommes tout le temps en activité pour inventer, compléter, construire des choses. Puisque nous sommes dans le paraperceptuel, je voudrais vous passer un exemple d'un film de Coppola qui s'appelle Rumblefish en anglais et puis en français, Rusty James, le nom du principal protagoniste. Et alors il y a un passage absolument extraordinaire sous cet angle que je vais vous montrer. Vous avez déjà vu ce film? Personne? Donc le film est entièrement en noir et blanc, sauf, je crois, 2 passages en couleur, dont celui-ci, l'autre étant assez bref, et toujours en relation avec ces poissons combattants. Là, vous avez quelque chose d'assez complexe, puisque vous avez 2 points de vue qui se combinent. Hein. Vous avez un point de vue objectif et un point de vue, qu'on peut dire, subjectivé. Il n'y a pas de point de vue subjectif. Le point de vue subjectif, c'est quand la caméra se met à la place des yeux de quelqu'un. Donc on a un point de vue objectif qui correspond à la couleur que voit... ce sont 2 frères, hein, l'un s'appelle Rusty James et l'autre, auteur Bicycle Boy, je crois. C'est ça? Auteur? Cycle Boy. Ouais. Et donc c'est lui qui est, comment on appelle ça, enfin qui ne voit pas les couleurs, je ne sais plus le terme. Hein? La chromatopsie, ou je ne sais pas. Enfin. Donc il le dit, vous avez bien remarqué, hein, il dit qu'il ne voit pas les couleurs, donc on est renseigné. Donc, dans l'intérieur d'un film en couleur, pour la première fois, on voit objectivement ce que voit ce que tout le monde devrait voir, ce que voit l'un des frères, c'est-à-dire des poissons en couleur, mais on continue de voir en arrière-plan du noir et blanc. Et ce noir et blanc, qu'est-ce que c'est? On n'est pas à la place de l'autre frère, c'est un point de vue qui est toujours objectif, mais subjectivé, c'est-à-dire qu'on voit comme lui voit. Vous voyez? Et il combine les deux. Donc on a un point de vue objectif et un point de vue objectif subjectivé. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, le film entier, en noir et blanc, qui est une convention, finalement, parmi d'autres, mais qui ne correspond à rien de particulier au niveau du sens, devient un immense plan objectif-subjectif. Ça, c'est magnifique, je trouve. On voit tout le film comme lui le voit. C'est assez rare. Voyez. Il arrive à nous rendre cette perception du noir et blanc d'une toute autre nature. Donc, vous voyez, là aussi, c'est une manière de travailler le paraperceptuel, puisqu'on nous montre non pas les choses telles qu'elles existent, mais comme les gens les voient, hein, mais pas à travers leurs yeux, hein, combinant, encore une fois, c'est donc assez complexe, en combinant plusieurs points de vue qui restent objectifs, mais donc l'un étant plus subjectivé, c'est-à-dire que ce n'est plus ce qu'on appelle subjectif, c'est quand la caméra est à la place de l'œil, donc c'est au niveau de l'orientation, de l'axe, là ça repose sur d'autres paramètres qui concernent donc la couleur. Il faut savoir que la couleur, je ne sais pas si je dois faire cette parenthèse, mais enfin, la couleur est une invention de toute façon biologique, qui n'existe pas physiquement. Non. Il n'y a pas de couleur dans la physique, il y a des fréquences. Et il faut des animaux, et tous ne voient pas en couleur, il faut des animaux comme nous pour que ces fréquences deviennent des couleurs. C'est absolument arbitraire là aussi. Il n'y a aucune raison à la base. Donc là aussi, c'est un travail voilà, de variations arbitraires qui ont été sélectionnées petit à petit et qui ont été choisies finalement parce que ça doit être plus pratique de voir un fruit dans les arbres. Enfin bref, ça doit privilégier certaines personnes parmi d'autres qui ne verraient du noir et blanc.